La Meuse, vous la connaissez bien, ses berges, son lit, ses gorges, ses méandres, sa source au fin fond du Val de Travers. Bien sûr, aujourd'hui, on l'a canalisée, contrainte à filer droit. On l'a divisée, on lui a calmé ses humeurs sauvages. Aujourd'hui, ses ponts sont en béton armé. Ce ne sont plus des roues en bois grinçantes qu'elle actionne de sa force, mais des turbines électriques bien huilées. Oublions un instant usine électrique, bâtiment industriel, échelle à truite, viaduc moderne, canalisation forcée. Et à la place, imaginons quelques ponts rares, en pierre, en bois, les premiers moulins à grains, des rives accueillantes pour les pêcheurs. Oui, remontons loin dans les siècles.
généreuse n'attire pas que les humains. Bien sûr, il y a les oiseaux de toutes sortes qui nichent dans les joncs, se nourrissent de poissons. Il y a aussi toutes sortes de petits mammifères grouillons qui jouent les architectes, font des barrages, creusent des terriers, de plus gros qui s'y désaltèrent simplement. Tout cela, on les trouve encore aujourd'hui, plus rarement certes, mais qui n'ont pas tellement changé. Non, la bête que je voudrais vous dire est plus mystérieuse, plus... elle aime l'eau, c'est sûr. C'est pourquoi on a des chances de la rencontrer aux abords des fontaines, des étangs, des sources et des rivières. C'est pourquoi on la trouve dans toutes les contrées du Jura. Brillant comme l'argent et qui porte sur son front un diamant rouge-feu appelé escarboucle. Cette bête, c'est la vouivre. La vouivre, la vuivra en parlait Neuchâtelois. Ceux qui l'ont vue ont rapporté que son escarboucle diffuse une lumière si intense lorsqu'elle est en vol qu'on dirait une flèche de feu. Cette escarboucle, on en parle chez les hommes car elle excite leur convoitise. On dit que c'est une pierre précieuse, grosse comme le poing, et qui donne le pouvoir de changer le fer en or. On dit aussi que celui qui pourrait mettre la main sur ce trésor pourrait obtenir tout ce qu'il désire. Mais l'escarboucle, c'est avant tout l'œil de la vouivre, son unique, qu'elle ne peut jamais fermer. Alors parfois, pour trouver un peu de repos, elle le dépose dans un peu d'herbe sèche pour boire ou pour se baigner. C'est le meilleur moment pour s'en emparer, car alors la vouivre est aveugle. Si le voleur est assez rapide et discret, il pourra réussir son larcin. Il pourrait. Mais la vouivre se souvient toujours de l'endroit où elle a déposé son joyau. Si elle ne le retrouve pas en sortant de l'eau, elle entre dans une puissante colère. Elle use de ses pouvoirs, elle récupère son bien et punit le voleur en remplaçant l'escarboucle volé par une poignée de feuilles sèches. Ou pire encore, on dit
dit beaucoup de choses des vouivres. On dit que ce sont des femmes, parfois des fées, qui, jalousées, trahies, trompées, se sont métamorphosées en serpents ailés, prisonnières à tout jamais d'un corps monstrueux après avoir été maudites. Certains racontent même que la première vouivre fut la fée Mélusine. Allant contre la promesse qu'il lui avait faite, son mari l'a suivie et espionnée pour découvrir le mystère de ses absences. Son secret mis à jour, la confiance et l'amour brisés, la fée s'est envolée à tout jamais dans un effroyable cri. Que d'énigmes et de légendes autour d'elle. Pourtant, on en parle depuis l'Égypte ancienne, on en parle chez les Grecs, chez les Romains, on en parle chez nous. Mais qui s'en souvient encore ? Seront condamnés à mourir de faim.
a plus de 700 ans, une vouivre s'était installée aux confins du Val de Travers. Elle avait choisi pour tanière un rocher tourmenté, là où l'Areuse sort des profondeurs, non loin du passage que les sauniers empruntaient alors pour livrer leur chargement de sel depuis Salins en Bourgogne jusqu'au pays de Neuchâtel. Elle aimait se baigner dans l'Areuse, se prélasser dans ses eaux fraîches. Parfois, le soir, se laissant bercer par la rivière, elle allait jusqu'au lac de Neuchâtel. Elle revenait dans son antre en volant, tournoyant au-dessus des forêts épaisses. À cette époque, les gens vivaient paisiblement dans la région. Affairés à leurs occupations quotidiennes, les habitants du Vallon n'ont d'abord pas remarqué l'arrivée de la vouivre. Il faut dire qu'elle ne sortait de son repère qu'après le crépuscule ou avant l'aube. Elle se faisait discrète pour ne pas être dérangée. Un soir, attablé à la taverne, un homme parlait fort, il était agité. En rentrant chez lui, plus tard qu'à son habitude, il avait vu une flèche de feu traverser le ciel. Ce n'était pas un éclair, il en était sûr, il n'y avait pas d'orage. C'est la vouivre, je vous dis, une femme, une dragonne. On l'a bien vu, on vient la nuit, à l'heure où certains raconnent. C'est la vouivre, je vous dis, une femme, une dragonne. Ce n'était pas une lubie, une habile sauvageonne. Tais-toi donc, l'étranger, tu nous mens et tu fanfaronnes. Pour ce soir, c'est assez, arrêtons là, il y a Madone. Elle a un grand œil à rubis, d'un éclat qui impressionne. Une escarboucle, m'a-t-on dit, dans le noir et le rayonne. Du tout, je vous avertis, en pensant que j'illusionne, c'est que vous, dans le déni, il n'est rien que je chansonne. Mais attention, car celui qui s'en prend à la démone, la grandeur d'une brebis, le regard toute madone, et le potage juste soumis, déchirer toute personne, qui briserait les interdits de sa vertu d'Amazone. Tais-toi donc, l'étranger, à t'écouter on en frissonne. Pour ce soir, il est temps de rentrer, bientôt déjà minuit qui sonne. C'était fait. Des graines de curiosité et de convoitise avaient été semées et germaient dans le cœur trop peu méfiant des gens de la contrée. Posséder cet escarboucle en faisait déjà rêver plus d'un, mais encore fallait-il savoir où la trouver. Après ces révélations, avec la plus grande discrétion, certains scrutaient le ciel, d'autres, espérant débusquer la vouivre, arpentaient les rives de l'Areuse, du lac jusqu'à sa source.
Un jour, un jeune gars qui venait souvent pêcher dans la Reuse s'était assoupi au bord de la rivière. Quand il se réveilla, il faisait presque nuit. Encore confus, son esprit embrumé cherchait à se repérer quand son regard fut attiré par un éclat lumineux, féerique, qui provenait d'une touffe d'herbe près d'un buisson au bord de l'eau. Il ne put résister à la tentation d'aller voir de plus près ce qui produisait ce rayonnement fabuleux. Il avait à peine fait 3 pas qu'il entendit des battements d'ailes se rapprocher. Et il se cacha derrière un arbuste touffu et de là assista au retour de la vouivre après sa baignade. Il la vit récupérer son escarboucle, puis s'envoler au-dessus de la rivière et suivre le cours d'eau en direction de la source. Le fait est que depuis qu'il avait croisé la fille du tavernier il y a quelques mois, il se morfondait. Il n'avait plus d'appétit et encore moins le cœur à l'ouvrage. Il était tombé amoureux de la jolie jouvencelle. Il ne pouvait pas oublier son sourire, son regard bleu comme les pervenches au printemps. Il savait que le tavernier ne donnerait jamais sa fille en mariage à un garçon comme lui, un fils de pêcheur pauvre. C'est pourquoi, bien vite, il imagina que sa rencontre avec la vouivre pourrait changer les choses. Je l'ai vue à 2 pas à peine, je l'ai vue fortune ou déveine, vil monstre je n'ose pas venir, mais ta richesse m'empêche de fuir. Seul sur la rive, contemplant l'azur et pêchant dans la Reuse, soudain je vis l'immense lueur, fût-ce une étoile heureuse, levant les yeux, cherchant quel astre venait d'imploser. Je restais quoi, la bouche bée, c'était la flamme ailée, brûlant la nuit en un passage, si libre et tant sauvage, écailles d'or pris en trésor, mes yeux croyaient mirage. C'était comme si 100 000 rubis remplissaient les nuages. Et devant ces beautés précieuses, mon cœur prenait le large. Je l'ai vue à 2 pas à peine, je l'ai vue fortune ou déveine, vil monstre je n'ose pas venir, ta richesse m'empêche de fuir. D'abord je voudrais remplir mes filets, juste de quoi manger, que tous les autres cessent leur colibet, que je me sente respecté. Mais est-ce là assez de prix pour combler une vie? C'est décidé, j'en prendrai plus, un tendre et large lit. Ce sera si doux dormir tel un prince dans de beaux draps soyeux, palais grandiose et peint à l'eau de rose, prendre mon
vint plusieurs fois à son poste d'observation pour épier la vouivre, connaître ses habitudes et préparer son larcin. Quand il fut prêt, il se posta dans sa cachette et attendit. Et un soir d'été, à la tombée de la nuit, la vouivre arriva. Sans surprise, elle déposa son escarboucle au milieu de la touffe d'herbe qu'elle avait choisie. Puis elle se glissa lascivement dans l'eau. Le jeune homme la laissa s'éloigner, puis, comme un chat tapi saute sur un oiseau, il s'empara du joyau, le glissa dans un sac de toile qu'il avait passé à son cou, avant de s'enfuir à toutes jambes. Il courait comme un fou, ivre, survolté, en serrant très fort le précieux sac appuyé contre son cœur. Arrivé près du village, il s'arrêta haletant, exténué, en sueur malgré la fraîcheur de la nuit. La course avait mis son corps en feu. Pourtant, il sentait maintenant une forte chaleur se diffuser dans sa poitrine provenant du sac de toile. Il jeta un dernier regard derrière lui. On ne l'avait pas repéré, ni homme, ni serpent ailé. De retour chez lui, épuisé, il se coucha sans se déshabiller. Il rêvait déjà de son voyage le lendemain à la ville pour y vendre son butin. Il rêvait déjà de sa fortune. Il se rêvait déjà habillé comme un prince. Il se rêvait déjà au bras de son aimé. Mais au matin suivant, il n'y eut pas de voyage, pas de fortune, pas de beaux habits, pas d'aimé. Ses parents le découvrirent allongé sur son lit, tout habillé, les cheveux blanchis, le visage cireux, ridé, comme une vieille pomme à la fin de l'hiver. Ces deux-là n'avaient pas connaissance des projets de leur fils, ni de la vouivre. Ils voyaient leur fils maintenant grelottant, métamorphosé. Et ils pensèrent qu'il avait dû s'empoisonner en mangeant des plantes ou des baies toxiques. Ces derniers temps, ils avaient remarqué son air préoccupé et son appétit d'oiseau. Le garçon tenait son petit sac serré dans ses mains contre lui, et malgré sa faiblesse, il refusait obstinément de lâcher son trésor. Rien ne put guérir le jeune homme de l'étrange maladie qui le terrassait. 2 jours plus tard, il emportait dans l'au-delà les secrets de son méfait. Et dans le sac serré sur son cœur, on découvrit une grosse poignée de feuilles sèches qu'on n'expliqua pas. Bien sûr, on sait, vous et moi, on sait pourquoi meurent les jeunes orgueilleux. Ceux qui s'imaginaient qu'il était facile de s'enrichir en pillant la vouivre pensèrent que le jeune pêcheur s'y était mal pris. C'est ainsi qu'un jour, un convoi de mulets lourdement chargés de sacs de sel se hâtait sur le chemin qui serpente dans les bois, quittant les verrières en direction du Val de Travers. Juste avant d'atteindre la porte de la chaîne, les muletiers tressaillirent. Ils avaient entendu des bruissements dans les arbres. Ils redoutaient une rencontre avec une bête sauvage, ou pire encore avec les gabelous. Ils n'avaient pas payé la gabelle exigée.
se faire pincer ferait fondre leurs espoirs de gain. Un peu plus tard, les hommes et leurs bêtes s'engagèrent sur le chemin de la chaîne qui descend rudement jusqu'à Saint-Sulpice. Arrivés là où le sentier surplombe la source de la Reuse, les muletiers furent éblouis par une lumière qui venait du fond de la combe. Un muletier s'écria « La vouivre ! Cet éclat, c'est son escarboucle. C'est une occasion à ne pas manquer !» Elle a un grand pécule et je viens à la voir. Un trésor majuscule et doté de pouvoir. Et doté de pouvoir. Je veux lui faire maintenant. C'est de sorcière du monde. C'est de sorcière indépendante. C'est de sorcière du monde. Il fait belle, c'est maintenant. Vous êtes tous émules autour d'un abreuvoir, peureux et ridicules, à vouloir tout prévoir, à vouloir tout prévoir. J'y vais et je spécule et ne veux rien savoir. C'est mon travail d'Hercule et vous allez bien voir, et vous allez bien voir. Les salons et le sang, revient de finir maintenant. Le ciel finira maintenant. Le ciel finira maintenant. Les ciels du pécan. Je serai sans scrupule, la tête dans le noir. D'un coup je la bascule, elle est en mon pouvoir, elle est en mon pouvoir. Tais-toi, ton événement sur nous, prends l'ascendant, et nous finirons dépendants. Aussi, les muletiers se séparèrent. Pendant que l'un se précipitait seul en direction de la source de la Reuse, quelques-uns s'installèrent pour attendre son retour. Les autres continuèrent leur route et se hâtèrent en direction de Saint-Sulpice. Des fouets claquèrent, des jurons jaillirent de la bouche des hommes. Il fallait avancer vite, plus vite. Mais peu de temps après, une obscurité pesante envahit le fond de la combe. Des coups de vent violents secouèrent une nuit épaisse. Des sifflements acides déchirèrent l'air. Des hurlements roulèrent jusqu'aux portes des maisons. Le lendemain matin, une odeur âcre enveloppait toute la région. L'atmosphère portait en elle des vagues d'horreur, semait des graines de terreur. Dès qu'ils furent levés, les plus courageux des habitants sortirent de chez eux et partirent explorer les alentours. En remontant vers la source, ils ne tardèrent pas à trouver les corps raides de quelques hommes et de leurs mulets. Leurs yeux grands ouverts portaient encore la peur au fond de leurs regards fixes. Plus loin, ils découvrirent dans la pente le long du chemin de la chaîne un autre groupe de muletiers, figés, rigides, les yeux écarquillés, emplis d'effroi, la bouche béante,
hurlant des mots maintenant silencieux. Tous étaient morts. Plus loin encore, près de la source au bord de l'eau, ils trouvèrent un homme étendu sur le dos, le corps sanguinolent, le visage lacéré. À côté de lui gisait un couteau taché dans son noir qui n'était pas humain. Ses mains étaient serrées sur sa poitrine et semblaient protéger quelque chose de précieux. Ils découvrirent, pressée entre ses deux mains, une grosse poignée de feuilles sèches. Après ce désastre, la vie ne fut plus la même dans la région. Les gens terrorisés fermèrent portes et fenêtres de leurs maisons. Ils restaient cloîtrés chez eux, ne sortaient qu'en cas de nécessité absolue. Ils n'osaient plus mettre leurs bêtes paître dans les pâturages des alentours. Plus aucun voyageur, plus aucun marchand ne voulut emprunter la route qui passe par Saint-Sulpice. On fit alors le détour par la côte aux Fées en rejoignant Butte par le chemin étroit, raide et rocailleux de la Vissonnier. Pour rejoindre le Val de Travers, un nouvel itinéraire fut choisi et peu à peu, le village de Saint-Sulpice dépérit. Devant ce phénomène surnaturel, on chercha un responsable, oubliant les orgueilleux et les cupides qui avaient défié la vouivre. Et les doigts tendus pointèrent vers la vouivre, la bête ambiguë qui vit cachée, tantôt repoussante, tantôt attirante, tantôt lascive et joueuse, tantôt puissante et fulgurante, bien trop mystérieuse pour être tolérée. Comme les feuilles couvrent d'humus les anciens chemins, le temps et les saisons effacèrent peu à peu les traces de la vouivre pour n'en garder que le souvenir, la légende, le mythe. Un mythe qui condamnait le fond du vallon et en maudissait les bois. Ceux qui avaient vécu l'histoire des muletiers avaient quitté ce monde. Saint-Sulpice était dépeuplé, la vie y était grise et industrieuse. L'Areuse, complice, offrait sa force et activait les moulins, oui certes, mais protégeait et retenait aussi l'indésirable et insaisissable vouivre. Seuls les pois poussaient dans ce vallon, le blé à peine, mais c'était surtout le fruit du trafic et des péages qui manquaient. Ne restait que quelques-uns de ces habitants qui, ici comme ailleurs, résignés, s'obstinent aux côtés d'un danger
qu'ils finissent par ignorer. Pourtant, il y a partout, ici comme ailleurs, un esprit jeune qui un jour se rebelle. Ce fut le cas de Sulpice Raymond, qui, comme tous les jeunes gens impertinents, se met un jour à poser des questions et à imaginer qu'on peut changer les choses. Bien sûr, la route de la chaîne est maudite. Bien sûr, on parle de la vouivre, mais où est-elle? N'est-ce qu'une légende? Et si ce monstre existe, ne peut-il être dompté, chassé, terrassé? Les anciens du village se renfrognèrent sans dire un mot, le chassèrent. Aussi Sulpice résolut à aller voir le meunier qui s'était établi depuis quelques années à l'écart du village, maintenant recroquevillé sur lui-même, à l'entrée, loin de la source, près du pont de la Roche. Tout le monde, sur le territoire du Val de Travers, se demandait comment le meunier faisait pour vivre seul, en dehors du village, sans jamais être inquiété. Faut dire que le meunier protégeait avidement un secret que personne dans la contrée ne soupçonnait. Un jour, fraîchement arrivé dans le Val de Travers, le meunier qui s'apprêtait à s'installer au bord de la Reuse avait fait une dangereuse rencontre. Que vois-je, qu'est-ce que j'entends? Un homme encore qui se croit fort, mais se méprend. Tu peux choisir, tu peux t'enfuir ou bien mourir dans peu de temps. J'ai tout pris à mal d'or, je voulais pas t'effrayer. Non mais je crois rêver, moi j'aurais peur d'un homme. Je t'en supplie, pardonne à l'intrus égaré. Je n'ai plus de pitié, je déteste les hommes, ils ne jettent sur moi que des regards mauvais, dégoûtés par mon aspect, attirés à la fois. Toi tu viendrais en paix. Voici mon amitié, ou à défaut mon sang. Que vois-je, qu'est-ce que j'entends? Tu te présentes devant moi sans prétention. D'où viens-tu donc? Ne crains-tu l'ombre de mes ailes sur ce monde? Moi je reste à distance, m'éloigne du danger, celui des âmes qui ne pensent qu'à voler. Combien de fois chassé, je me bats pour survivre, chaque jour me cacher. Oui, c'est ça qu'être vivre, non, personne ne sait. Tout ce que je ressens, blessure et perfidie, voilà tout pour mon sang. Non, mes larmes apeurées, j'en appelle pourtant, mais je reste caché à l'abri des brigands. Je fuis les hommes, tu vois, en somme, nous sommes pareils. Je connais les hommes, oui, je sais comme ils sont cruels. Je tairai ton secret
de leur nombre. Si je promets de ne jamais trahir ta présence enchantée, tu n'es à souffrir. Voilà donc quelque chose, mais il en faudra plus. Une seule raison pour pas percer ton buste. Menteur et la gare, protecteur et fidèle, du moulin en aval, tes jours sentinelles. Tu proposes une alliance. Que veux-tu en échange? Juste unir le sort, je ne veux pas ton trésor. Tu es bien différent, tu es le bon apôtre. J'aime l'esprit tranquille, je ne puis faire de faute. Comprends-tu le chagrin causé par tes semblables, à l'appétit mesquin, à l'envie insatiable? Ah oui, je comprends, je t'offre ma vie. On finit asservi par de pareils présents. Je n'ai d'autres trésors à déposer en gage. C'est entendu alors, selon le mariage. Tu monteras la garde là, tout près de l'eau, dans un moulin qui te voudra oreille joyaux. Et tu vivras plus de 100 ans, sur toi glissera doucement le temps. Ces choses faites comme tu voudras, oui, mais prends garde. Si un malheur frappait mon cœur, disait le charme, ma vie baignant aussi ton sang se durcirait comme le ciment. D'un coup plaisant, d'un coup violent, t'entraînerait dans le néant. Depuis ce jour, le meunier vivait à l'abri du besoin. Les pouvoirs de la vouivre attiraient les gens de loin qui venaient moudre leurs grains à son moulin. Quand Sulpice se présenta au moulin, il attendit patiemment que les engrenages se soient tus et que les derniers mulets portant les sacs de farine aient disparu en contrebas. Le meunier l'écouta sans mot dire, puis, après avoir ménagé un silence mystérieux, se mit en devoir de lui raconter, avec les détails les plus effrayants, les méfaits de la vouivre. Pour effrayer encore plus Sulpice, il grandit la vouivre, multiplia ses pouvoirs, exagéra chaque blessure, amplifia chaque souffrance. Bientôt, Sulpice fut terrorisé. Le froid de la nuit noire lui glaçait le sang, ses membres tremblaient. Le meunier le chassa et le somma de ne plus jamais reparler de la vouivre et de ne jamais plus se présenter chez lui. Sulpice fit quelques pas avant de réaliser que la nuit était totalement noire. Un rayon de lune l'aurait rassuré. On se rappelle qu'entre le fond du vallon et le pont de la Roche, point de réverbère, de lumière aux fenêtres, ni de phare de voiture, non, juste les bois obscurs. Sulpice entend des bruits autour de lui, derrière. Sur le chemin, il lui semble même être suivi. C'est alors qu'il entend siffler au-dessus de sa tête. Un battement d'ailes. On se pose derrière lui, tout près. Les frondaisons s'éclairent de rouge et font des ombres lugubres. Il n'ose pas bouger.
Il est pétrifié. Mais, surmontant sa peur, Sulpi veut voir le danger en face. Il se retourne alors lentement, et c'est là qu'il la voit, la vouivre. Il est aveuglé par son escarboucle qui s'élève. La bête se redresse, elle va bondir. Sulpi fait volte-face et, sans plus se retourner, court comme un dératé jusqu'au village, jusqu'à sa maison, jusqu'à sa chambre, jusqu'à son lit, où il se blottit, pétrifié de peur. Sulpi. Il fallut plusieurs jours à Sulpi pour oser sortir du lit, de la chambre, de la maison. Et quand il sortit, on le sermonna, le blâma.
lui rappelant qu'il ne s'agit pas d'une vipère qu'on foule aux pieds, mais d'un monstre qui tient le village et tout le pays de Neuchâtel sous son joug depuis des lustres. On lui rappela les faits. Les femmes sortirent de leur mutisme, parlèrent d'aïeux et de sévices, de vains sacrifices. Les hommes parlèrent d'une terre avare comme pierre, de gagne-misère, de trafic autrefois prospère. Tout le village lui reprocha son audace et sa désinvolture. Sulpice n'avait pas réalisé à quel point il allait provoquer la colère des villageois. Aussi prit-il une résolution grave qu'il voulait des plus courageuses. Quand il eut réuni assez d'observations pour bien connaître les habitudes de celles qu'il voulait chasser, il sortit de son repère et il se procura une hallebarde. Avec cette arme, il se sentait prêt pour le combat. Le jour était venu d'aller affronter la bête. Un matin très tôt, Sulpice rassembla ses affaires, vérifia qu'il n'avait rien oublié, sortit de la maison où tout était encore endormi. Il quitta le village, il marchait à grandes enjambées, sa détermination lui donnait de l'élan. Il prit garde de passer loin du moulin pour ne pas alerter le meunier. Il arriva aux abords de l'antre de la vouivre comme il le souhaitait pendant son absence. Il prépara une cachette avec des branchages, s'y installa et attendit. Sont tiraillés sans trêve entre deux images traversières, telles que j'aperçois en rêve, apparition fugace et princière. Femme lumière, nouvelle ère, mais dangereuse pour moi, sorcière, qui me menacerait d'un glaive et m'enchaînerait dans sa tanière.
Sulpi était sur le point de s'assoupir quand un bruit l'alerta. Sulpi contempla la vouivre, sa beauté envoûtante lui fit oublier un moment sa détermination. Mais il se reprit, il n'était pas venu pour rêver. La vouivre rendait son dernier souffle, un vacarme de pierres qui roulent et de blocs qui tombent dans l'eau se répandit dans toute la forêt. Sulpi se releva, fit quelques pas, scruta les ponts de rochers, prêt à se mettre à courir pour fuir une chute de pierre. Mais les parois de roc étaient calmes, intactes. Que s'était-il passé? Il le saurait plus tard. Sulpi contempla la bête terrassée et très fière se projeta déjà dans la gloire que lui vaudrait cet acte de bravoure. Mais il éprouva bien vite une grande tristesse devant la beauté de la bête, et son euphorie s'évanouit aussitôt. Un groupe d'hommes armés de bâtons et de couteaux le sortirent de sa torpeur. Il les reconnut. Ceux du village, sans doute alertés par les hurlements, venaient à sa rencontre. Aussitôt, ils le félicitèrent, lui donnèrent l'accolade, le portèrent en héros. Déterminés à ne prendre aucun risque, ils rassemblèrent brindilles et branches sèches sur lesquelles ils déposèrent le corps flasque et ensanglanté. Ils voulaient brûler la bête sur le champ. Ils mirent le feu à ce bûcher improvisé. Les villageois sautaient de joie autour du feu, mais dans le cœur de Sulpi ne restait plus que le sentiment amer d'une grande défaite. Pourquoi avait-il commis un acte aussi cruel, aussi barbare? Venez tous, c'est la fête à Sulpi. Grâce à lui, il a eu la vie. Venez tous, c'est la fête à Sulpi. Grâce à lui, il a eu la vie.
suis triste et navré. Pourquoi donc l'ai-je empêché de vivre? Pour un jour, imagine l'amour, mais bien en héros et comme celui courageux, il n'a pas déguerpi. En héros, la vaincue dans ce pays. Courageux, il n'a pas déguerpi. En héros, la vaincue dans ce pays. quel crétin vouloir son escarboucle, ce diamant m'a enfiévré. Et pourtant qu'elle était belle et souple. Caché et dans l'ombre accroupi, jour et nuit l'a suivi sans répit. Bien caché et dans l'ombre accroupi, jour et nuit l'a suivi sans répit. Bien caché et dans l'ombre accroupi, jour et nuit l'a suivi sans répit. Laissez-moi à mes remords, mes larmes. Je suis son délice. J'ai brisé tout jamais le charme. Quand on remarqua ses larmes, il en accusa les fumées et l'âpre puanteur qui s'échappait du brasier. Ils quittèrent les lieux pour retourner à Saint-Sulpice. Sur le chemin du retour, Sulpi et ses compagnons passèrent par le moulin. Ils constatèrent l'effondrement de la bâtisse et découvrirent le meunier dans les décombres. Ils le reconnurent à peine. Défiguré, il était ridé comme un vieillard et de son bonnet dépassaient des cheveux blancs. Qu'avait-il enduré? Que s'était-il passé? En réalité, lié à la vouivre par son accord, il avait trouvé la mort en même temps qu'elle. La fin de la vouivre avait sonné le glas de sa propre fin. Mais ça, aucun des vallonniers n'aurait pu le deviner. De retour à la maison, Sulpi avait été soigné avec la plus grande attention. Chacun au village avait apporté ce qu'il avait de meilleur pour lui redonner des forces. Mais après 2 jours, Sulpi s'était éteint et avait rendu son dernier souffle. Il mourut d'une maladie inconnue. Ceux qui étaient restés un moment sur le lieu du combat accusèrent la puanteur des fumées respirées par Sulpi. D'autres parlaient du poison de la vouivre qui aurait empoisonné les blessures du jeune homme. Mais personne ne put dire exactement
ce qui avait finalement emporté Sulpice. La nouvelle de cet acte de bravoure et de son issue fatale s'est répandue très vite jusqu'aux oreilles du comte Louis de Neuchâtel, qui avait connaissance de la situation désastreuse aux confins de ces terres de l'Ouest. Pour manifester sa reconnaissance et récompenser le valeureux Sulpice, il affranchit sa famille de sa condition servile. Elle reçut aussi le droit d'asile dans sa propre maison et l'autorisation d'ouvrir une auberge sans payer l'impôt de tavernage. Depuis ce temps-là, plus personne n'a jamais vu de vouivre dans le Val de Travers. On dit volontiers qu'elle préfère d'autres contrées pour s'établir. Qu'avons-nous fait du féminin dans nos vies?
Mesdames et messieurs, à la technique, Mathias Babet. Au chant solo, Alexandre, Florane et Gilles. Au récit, Marie Combes. Nos marionnettistes internationales, Ulti, qui nous vient de Mongolie, et Sarah, qui nous vient du nord de l'Angleterre. Et Sophie Reimann, qui a fait la conception de toutes les marionnettes, qui a conduit les répétitions, mis en scène, etc., etc. Sophie Reimann. Vous serez piégé à la sortie, puisqu'on vous a laissé rentrer sans effort. Enfin, j'espère que vous ne vous êtes pas battu pour trouver des places. Donc, tout d'un coup, si vous avez encore un peu de monnaie sur vous, sinon vous pouvez abandonner votre carte bancaire ou votre laquelle dans le chapeau qui vous attend à la sortie. Et puis, il y a toujours les croque-monsieur et les boissons d'Ortibu. Au plaisir de vous revoir. Portez-vous bien.